Merci Madame la Présidente. Merci tout d'abord aux organisateurs de m'avoir donné ce plaisir de vous exposer rapidement. Je vais être vraiment bref. Quelques idées fortes sur la situation, particulièrement en Tunisie. Je n'ai pas la légitimité de parler de l'Afrique, je n'ai pas non plus celle de parler de l'Afrique du Nord. Il y a des collègues algériens, je ne vois pas de Marocains, mais on pourra en parler un peu dans les ateliers. Je parle de la situation tunisienne parce que c'est celle que je connais le mieux. C'est une situation, je dirais, un cas d'école, parce que la Tunisie a une longue histoire avec l'accaparement foncier. À la fin du 19e siècle, c'était un conflit autour de l'accaparement foncier par des sociétés financières françaises qui était à l'origine de l'instauration du protectorat français sur la Tunisie pour protéger effectivement les intérêts français en Tunisie. Ça a perduré, enfin, ça a donné lieu à toute la colonisation agricole en Tunisie avec son coût social sur effectivement la dispersion de populations qui étaient sur les terres qui ont servi à la colonisation, en utilisant un peu tout le processus qu'on voit maintenant un peu partout, du flou juridique qui entoure un peu les statuts de nombreuses terres. À l'indépendance de la Tunisie en 1956, nous avons hérité à la fois d'un patrimoine foncier domanial, à peu près plus de 10% des terres agricoles tunisiennes sur les meilleures terres agricoles, et nous avons hérité à côté de ça d'un dualisme agraire classique de l'accès aux ressources foncières. Et donc la gestion, je dirais, de ces deux caractéristiques va être un peu la caractéristique des différentes politiques qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui. Je prendrai surtout le cas des terres domaniales qui ont été effectivement l'empreinte, la caractéristique des politiques agricoles qui ont servi effectivement de mettre en place les différentes politiques, et notamment des politiques d'insertion dans la division internationale du travail par la mobilisation de ces terres pour produire des des produits agricoles à bas prix. Tout ça s'est développé en parallèle avec le développement, l'émergence d'une agriculture familiale relativement prospère qui fait, à mon avis, la force jusqu'à la crise de 2008 de l'agriculture tunisienne. Et c'est cette crise-là qui était un peu un révélateur de la crise de l'agriculture familiale par effectivement tous les accords d'association et de libéralisation qu'ont signé les gouvernements tunisiens successifs qui ont affaibli cette agriculture familiale, qui l'ont mise en concurrence avec des agricultures plus fortes, plus développées sur le marché intérieur, mais surtout sur son marché d'exportation au niveau de l'Union européenne. Sur les terres domaniales, on est passé d'un processus d'accaparement externe à un processus d'accaparement intérieur par effectivement le pouvoir en place, par la famille du pouvoir en place, et on a effectivement mobilisé ce patrimoine foncier pour en faire, et c'est un peu le même modèle qui a été fait au Maroc, pour en faire un peu des cadeaux pour services rendus autour du pouvoir en place. Et je pense que c'est la conjonction des deux, de la crise de l'agriculture familiale, mais aussi d'un ressentiment par rapport aux politiques en place qui ont fait qu'effectivement donné lieu à la révolution tunisienne en décembre 2010, janvier 2011, qui est à l'origine une révolution rurale, profondément rurale. Elle est partie de la région, enfin tout le monde a entendu parler de Sidi Bouzid, qui est une bourgade, mais rurale, je dirais, pas profond, mais rural, relativement intégré à un espace urbain. Et c'est paradoxalement, une région où l'agriculture était prospère, mais c'est effectivement cette crise de l'agriculture familiale, cet arrêt de l'élan et de la dynamique sociale qui a fait qu'effectivement, on a effectivement une révolution d'une jeunesse qui demandait la dignité, l'emploi et la justice sociale. C'était vraiment les trois slogans qui ont été effectivement mis en avant par ces personnes-là. Depuis donc la Révolution, les choses ont été remises à plat, c'est-à-dire qu'on a de nouveau un débat au niveau de la société. C'est effectivement, je pense, un des acquis de la Révolution tunisienne, c'est effectivement d'avoir ouvert l'espace au débat public et à la liberté d'expression. Et ce débat
portant partie sur ces terres et notamment sur les terres domaniales, sur la place de l'agriculture dans le schéma de développement. Et parallèlement, il y a des actions sur le terrain, c'est-à-dire que les populations en place n'ont jamais oublié que ces terres-là appartenaient à leurs ancêtres, même si parfois c'est vraiment de manière, je dirais, fictive, de manière imagée, parce que les tribus, les populations qui étaient en place ont été effectivement dispersées, ont été parfois même décimées par l'accaparement foncier. Et on a de nouveau sur le terrain des récupérations de terres, notamment dans le Djeri tunisien au niveau des oasis, où des jeunes ont récupéré les palmeraies qui ont été mises en valeur par des sociétés, des sociétés nationales, mais sur des terres qui appartenaient à la collectivité, qui appartenaient à la communauté, et des jeunes ont récupéré, ont envahi, ont occupé ces terres et les exploitent de manière commune sous la protection de l'ensemble de la communauté. Dans d'autres endroits où, effectivement, les jeunes n'ont pas été encadrés, où il n'y a pas d'encadrement, ces mouvements-là ont été des mouvements plutôt de réaction violente par rapport à une occupation qui a été sentie, une colonisation de l'intérieur par les jeunes, par les populations locales. En Tunisie, on a eu 2 débats nationaux sur cette question foncière, sur les terres domaniales. Malheureusement, le débat a été vraiment clivant. On a d'un côté les libéraux et les défenseurs de la grande exploitation qui veulent faire de ces domaines de l'État pour attirer un peu les investissements directs étrangers. Et vous avez tous les défenseurs de la gauche qui défendent une réforme agraire sur ces terres agricoles domaniales pour renforcer et renforcer cette agriculture familiale. Malheureusement, ce débat n'a pas été tranché. On est dans une espèce de statu quo qui n'est profitable à personne parce que c'est des terres domaniales, c'est un patrimoine, c'est vraiment les 10% les meilleures terres de la Tunisie. Et actuellement, ils sont dans un état de sous-exploitation, de sous-valorisation assez aggravé. Le débat a été déplacé à l'occasion du débat autour du code d'investissement, le code d'investissement a pour vocation en Tunisie d'appeler, d'attirer les investisseurs étrangers. Et l'une des questions a été effectivement comment ouvrir, malgré qu'effectivement la loi interdit la vente des terres agricoles en Tunisie à des étrangers, comment faire entrer les capitaux à travers les investisseurs tunisiens et des associations avec des capitaux étrangers. Et là aussi, un débat encore en cours à la Chambre des députés pour savoir effectivement si on n'ouvre pas des brèches pour effectivement de nouveau favoriser l'investissement de ces terres-là. Pour finir, je dirais, le problème en Tunisie, c'est qu'effectivement, il y a un débat autour de ça. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que le monde rural, les agriculteurs, ont très peu de porte-voix. Ils sont eux-mêmes très mal organisés. On a 2 organisations syndicales agricoles, mais elles ne représentent pas la masse des petits agriculteurs, etc. Je n'ai pas le temps de développer. 53% des agriculteurs, des exploitations tunisiennes ont moins de 5 hectares et donc effectivement sont très mal représentés dans le débat public, sont très mal encadrés par les partis politiques, même les partis de gauche qui défendent une réforme agraire, n'ont pas d'implantation au niveau rural, n'ont pas de représentation au niveau rural. Et il reste, j'ai parlé un peu de biais urbain, le débat a été fondamental que je vous ai montré, qui était à la base de la révolution tunisienne, a été complètement détourné vers un débat idéologique, vers un débat sur l'identité, sur la place de la religion dans la société, qui finalement n'a jamais été évoqué pendant tous les mois de la révolution tunisienne. Et on est dans un débat complètement qui occulte les vrais débats économiques sur effectivement la réforme agraire, sur le devenir des terres domaniales, sur le devenir des terres collectives. Je n'ai pas le temps de développer, mais tout un autre pan à développer sur les terres collectives, sur la place de l'agriculture dans le secteur agricole, sachant qu'effectivement ces questions-là sont éminemment politiques, sont importantes pour effectivement le choix de société qu'on peut faire et les modes de vie en commun qu'on peut avoir entre effectivement les ruraux, les agriculteurs et les urbains. Il y a une espèce de rupture entre ces 2 mondes-là et quand on regarde historiquement, toutes les révoltes en Tunisie ont eu
un problème de rupture entre, effectivement, un manque de dialogue entre le monde agricole et le monde rural. Je m'arrête, j'ai dit je vais être court, je suis court, je vous remercie.